Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ravi d'être ici aujourd'hui avec vous. Merci Christophe de m'avoir convié pour partager avec vous un petit peu mon expérience dans la tech, évidemment, dans l'IA, évidemment, dans l'infrastructure du cloud, puisque l'ensemble est lié. Donc je vais vous emmener un petit peu dans mon parcours et dans mes réflexions profondes qui sont à la fois géopolitiques, qui sont techniques, qui sont géoéconomiques. Donc voilà, en espérant que les télécommandes fonctionnent. Ça n'est pas sûr. La technologie, hop, eh bien, ce sera comme ça. Voilà, donc mes 4 dernières décennies dans la tech. J'ai 53 ans, et donc j'ai commencé à coder, j'avais 10 ans. J'ai commencé sur cet ordinateur qui avait 1 kilo de mémoire. Évidemment, à l'époque, il fallait absolument tout faire et être très créatif, et surtout être très frugal, parce qu'avec 1 kilo octet de mémoire, on ne pouvait pas faire grand-chose. Aujourd'hui, vous êtes un peu gâté en matière de mémoire. Puis, version de poche, cette fois-ci, 1 demi-kilo-octet de mémoire, et c'était merveilleux. Ça, c'était un ventilateur 8 bits, et ça, c'était le prompt de l'époque. Donc aujourd'hui, on se projette un petit peu dans le futur. Qu'est-ce que c'est que le prompt de demain? Le langage naturel. Là, ce n'était pas du tout le langage naturel, c'était le basique. Et le basique permettait de faire un certain nombre de choses. Il fallait être courageux et créatif. Plus tard, j'ai eu la chance de passer à un ordinateur 16-32 bits, avec une interface graphique. On en reparlera. Ça, c'est un Next que j'ai pu acquérir en pièces détachées. C'était très cher, mais c'était un Unix, un BSD Unix, qui m'a permis de découvrir une interface graphique façon Macintosh, mais avec la puissance d'un OS digne de ce nom. Ce qui m'a permis, d'ailleurs, de commencer à travailler les sujets d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est mon projet de fin d'études en 92. Et donc, je faisais des réseaux de neurones avec très très peu de complexité. Il fallait globalement 3-4 semaines avant d'avoir un résultat qui ne marchait pas. Et je commençais à m'amuser avec la reconnaissance vocale et visuelle. Encore une fois, ça ne marchait pas. Mais c'était l'idée de programmer un peu différemment. Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est une manière de faire du software. De manière un petit peu simplifiée. Anecdote, j'étais interprète pour les Lakers. Ça n'a rien à voir avec la technologie et c'est bien de faire du sport. Voilà, j'ai été aussi dans cette entreprise, chez DreamWorks, en 1994, pour développer un back-office pour toute la partie numérisation de ce que DreamWorks voulait faire côté animation, c'est-à-dire développer des dessins animés de manière beaucoup plus efficace. Et ça, c'était visionnaire en 1994 de la part de Spielberg, Katzenberg et Geffen. DreamWorks a été le premier studio d'animation et même de film traditionnel 50 ans après Warner Brothers et Disney. C'était très intéressant de voir que finalement, il aura fallu 50 ans pour créer un nouveau studio de cette qualité-là, mais toujours avec cette optique d'optimisation des processus. J'ai travaillé à Wall Street, et puis je suis revenu en France faire INSEAD, donc faire un MBA, pour compléter mon éducation, ou plutôt mon hobby, dans la technologie, puisque j'étais ingénieur, développeur, informaticien dans diverses entreprises. C'est pour ça que j'ai voulu compléter. Et donc j'ai lancé un projet qui est devenu ma start-up. Ma première start-up en 2001 était probablement un des premiers SaaS en France. On n'appelait pas ça SaaS à l'époque, on appelait ça ASP, Application Service Provider. Parce que les DSI ne pouvaient pas supporter qu'il se passe quoi que ce soit en dehors des firewalls, souvenez-vous. Donc on est évidemment bien au-delà de tout ça aujourd'hui. Ça, c'est le premier chèque que j'ai encaissé qui m'a permis évidemment de commencer à faire du business et recruter des personnes. J'ai vendu l'entreprise en 2007. J'ai créé un studio de développement d'applications mobiles qui a été vendu lui aussi. J'ai lancé AppsFire avec des fonds qui ont été levés avec nos premiers Super Angels en France, Xavier Niel, Marc Simoncini, Jacques-Antoine Grandjean. Donc en 2010, ces entrepreneurs de la tech qui ont gagné des millions, des centaines de millions, sont parfois devenus milliardaires. Nous en avons très peu en France. Eh bien, ont commencé à investir dans la tech à Paris, surtout, et on était un de leurs premiers chèques. Ce qui nous a permis donc de lever des fonds, de créer une application mobile qui a été téléchargée 12 millions de fois. On avait 2 millions d'utilisateurs actifs jour. Problème, c'est qu'on s'est fait balayer par Apple. Donc, vous allez entendre cette petite musique à partir de maintenant. Nous nous sommes fait balayer par Apple parce qu'on menaçait quelque part leur ligne éditoriale sur les App Store. Ensuite, j'ai rejoint une start-up qui faisait de l'intelligence artificielle embarquée. Snip, c'était un assistant vocal qui fonctionnait on-device, du privacy by design, c'est-à-dire que la voix ne quittait pas l'environnement
de l'appareil lui-même. Donc c'était de l'IoT, c'était du on-device, ce qui fait qu'on était concurrent d'Alexa et de Siri et de Google Voice Assistant, tout en offrant la possibilité de fonctionner en local. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de mouchard, il n'y avait pas d'envoi de la voix dans le cloud, ce qui est plutôt agréable lorsqu'on a un Alexa dans sa chambre, on se sent un peu épié. Avec cette version-là, en fait, ça marchait plutôt bien. Mais nous n'avons pas réussi à lever une série B et on a dû vendre à Sonos pour 40 millions de dollars. Donc le chiffre paraît peut-être conséquent. En réalité, c'est une sortie de route qui était nécessaire parce que sinon on faisait faillite. Et ce n'est pas du tout extraordinaire parce qu'on aurait pu faire beaucoup plus. Pourquoi ? Parce qu'en France, en fait, on n'avait pas la série B, on n'avait pas la reconnaissance que nous avons aujourd'hui en 2024 sur la deep tech. Donc la deep tech n'était pas parfaitement bien comprise en France. Donc on a dû vendre. C'est dommage, mais on peut dire que l'histoire était belle. Et d'ailleurs, aujourd'hui, toutes les enceintes Sonos, si vous en avez chez vous, si votre enceinte Sonos a un microphone, un micro, alors la technologie Snip, c'est dedans. Donc c'est un succès de ce point de vue-là. Il y a une adoption de la technologie et l'équipe aujourd'hui est toujours chez Sonos. Ensuite, j'ai été directeur général de Scaleway. Alors ce n'est pas une start-up, c'est une entreprise qui existe depuis une vingtaine d'années. Donc là, j'ai été directeur général d'une entreprise un peu poussiéreuse qui avait 200 personnes et on a hyper scalé l'entreprise, on est passé à 600, sachant que globalement, la concurrence ici, c'est AWS, GCP, Azure pour la première division. La deuxième division, il y a d'autres acteurs. Les Français sont plutôt bons dans cette deuxième division avec Scaleway, Outscale, OVH, BeWise Cloud. Donc il existe des acteurs dignes de ce nom, mais évidemment la première division est relativement inaccessible. Le ticket d'entrée, c'est globalement entre 5 et 10 milliards d'investissements massifs, à la fois dans l'infrastructure évidemment, mais aussi surtout dans la partie platform as a service. Ça, c'est la difficulté. Et Microsoft a mis 8 milliards d'euros sur la table pour investir, pour rattraper AWS, ce qu'ils sont en train de faire brillamment. Azure, évidemment, est un succès. Et puis, plus récemment, je suis replongé dans l'entrepreneuriat et je lance un projet qui s'appelle Probable, qui est une entreprise à mission de souveraineté industrielle et numérique et qui met en valeur un framework de machine learning, une bibliothèque open source qui s'appelle Scikit-learn, Scientific Toolkit for Machine Learning. Et la technologie a été téléchargée 1,5 milliard de fois. C'est français, personne ne le sait. Mais voilà, c'est le génie français dans sa plus belle expression. Je n'ai aucun mérite pour cette technologie, mais je suis l'entrepreneur qui valorise tout ça. Donc voilà, c'est pour vous donner un petit peu le contexte, peut-être pour les questions, orienter les questions, et vous donner aussi ma légitimité sur le sujet. Donc je suis aussi entrepreneur et réinvestisseur, donc dès que je peux, je réinvestis dans des pépites. En voilà pour mon parcours. Je vais vous, et je vous promets, ça durera 70 secondes, faire une petite leçon d'histoire sur les 70 dernières années dans la tech. Les premiers ordinateurs étaient livrés avec des humains à l'intérieur. Tellement c'était compliqué et inaccessible. Et chaque décennie, il y a un changement de paradigme. Ici, nous avons accès à des terminaux qui, globalement, traitent les punch cards, des morceaux de carton qui étaient perforés et qui représentaient le code informatique. Donc chaque décennie, c'est un peu plus accessible, mais il faut quand même des gens très très bien formés pour opérer ces machines. Ici, on a le créateur d'Unix et du langage C qui sont devant un terminal, cette fois-ci, qui est directement connecté à une imprimante et des bandes magnétiques. Et ici, on a un terminal qui n'est pas WYSIWYG, mais qui est un terminal qui donne tout de suite les instructions. Il n'y a plus besoin d'imprimante, il n'y a plus besoin d'attendre. L'instruction est directement passée au mainframe. Et 10 ans plus tard, certains d'entre vous se souvenaient de cette petite révolution, on arrive finalement à fournir à l'individu, le personal computer, le PC, une puissance informatique qui commence à être accessible modulo MS-DOS. 10 ans plus tard, il existe des tentatives d'expérimentation sur l'interface homme-machine. Ça, c'est l'interface au Palo Alto Research Center, PARC, qui a été l'inspiration de Steve Jobs pour créer le Mac, évidemment, qui s'en est suivi par le clonage de cette interface graphique par Windows, en version, évidemment, très médiocre. Ils se soignent, c'est une très belle entreprise, mais globalement, leur logiciel n'est pas extraordinaire. 10 ans plus tard, tout se miniaturise et on commence à ajouter des fonctions de télécommunication. 10 ans plus tard, un certain Steve Jobs converge tout ça et sort l'iPhone. Donc, chaque décennie, on voit un changement de paradigme qui nous permet de nous projeter peut-être dans les 3 prochaines décennies. Et on va voir comment tout ça, finalement, est assez logique.
Ici, je vais vous représenter l'accessibilité de l'informatique d'un point de vue de l'espèce humaine. Donc, dans le passé, il fallait être extrêmement formé, voire avoir un PhD pour pouvoir utiliser ces machines. Et plus on avance dans le temps, et plus on a accès à un maximum d'humains sur la planète, avec des interfaces homme-machine qui sont de plus en plus intuitives. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans cet axe, autrefois, l'interface était artificielle, et aujourd'hui, elle devient naturelle. C'est cette adéquation que l'on propose, et plus elle est naturelle, plus on a besoin de l'intelligence artificielle. C'est cette notion qui est intéressante, d'ailleurs on pourra en reparler au niveau des LLM, qui sont une interface homme-machine merveilleuse. Peut-être pas plus à ce stade. Donc c'est une opportunité de se projeter dans ces 30 prochaines années, parce que la technologie est à notre service, évidemment, ou devrait l'être. Le problème, c'est que ces technologies sont exponentielles. Donc vous êtes tous familiers avec la loi de Moore, qui, évidemment, commence à atteindre ses limites, puisque nous arrivons à 2 nanomètres. À partir de cette miniaturisation-là, les électrons commencent à sauter un peu partout. Donc la loi de Moore atteint sa limite. Sauf que si on combine la loi de Moore, le big data et l'IA, on reste sur une exponentielle, qui est absolument affolante, à tel point que, finalement, on peut appeler ça la high-tech, qui compound, qui agrège un petit peu tous ces effets de levier, qui sont une exponentielle, et qui sont difficiles à suivre, parce que, concrètement, je ne sais pas pour vous, mais nous sommes encore une espèce animale assez primitive, ancrée dans le darwinisme. Cette évolution lente fait que nous sommes en concurrence un petit peu avec les machines, et moi qui baigne depuis toujours dans la tech, je sens une espèce de déchirure, à la fois dans mes tripes profondes, mais aussi au niveau du tissu social. Comment est-ce qu'on gère cette espèce d'écartèlement entre une technologie qui va beaucoup plus vite que nous, et puis le marché s'organise de telle sorte à ce qu'un individu n'est pas capable aujourd'hui de tout maîtriser, alors qu'autrefois, un individu pouvait globalement maîtriser la totalité de la stack informatique. Aujourd'hui, c'est tout simplement impossible. Impossible. Donc, il faut gérer tout ça. Certains sont visionnaires. Mark Andreessen, qui a créé le navigateur Netscape, qui gère aujourd'hui un fonds d'investissement de premier plan, a dit ça en 2011, « Software is eating the world ». Un autre visionnaire, plutôt dans la tendance du jour, Jensen Huang, qui est le fondateur de NVIDIA, en 2016 dit « AI is going software ». Petite inférence. AI is going to eat the world. Donc ça, c'est un sujet. Parce que si l'IA va tous nous bouffer, quelle est notre réaction? Est-ce qu'on est passif? Est-ce qu'on est actif? Donc voilà, je vous invite à adopter cette posture. Il faut se battre, il faut y aller, il faut essayer de comprendre. Et ce sera la thématique d'aujourd'hui, c'est comprendre ce qui se passe. Parce que, en tant que technologue, technophile, technicien, on aime comprendre ce que l'on fait, mais peut-être qu'il faut aller plus loin sur des sujets sur lesquels nous ne sommes pas forcément très sensibles. Je le suis devenu parce que j'ai 53 ans, j'ai pu toucher à 2-3 choses, j'ai pu me battre à Bruxelles contre les géants, et je pense à la génération d'après. Qu'est-ce qu'on va laisser à la génération d'après? Donc, première chose, l'intelligence artificielle, avec tout ce qui va en dessous, jusqu'au DevOps, jusqu'à la puce, c'est censé être une boîte blanche, pas une boîte noire, une boîte à outils. Donc, si vous n'êtes pas familier avec l'intelligence artificielle, pas besoin d'avoir un PhD, il faut savoir à quoi ça sert, quelles sont les familles d'algorithmes et quel cas d'usage, pour pouvoir ensuite déconstruire cet édifice. Pourquoi? Parce que cet épisode, qui date déjà un petit peu, lorsque AlphaGo a battu le champion du monde de Go, les experts en intelligence artificielle ne pensaient pas que ça aurait lieu avant 10 ans. Les experts en intelligence artificielle, en deep learning, ne pensaient pas que ça aurait lieu avant 10 ans. Le problème, ça c'est peut-être une première erreur d'appréciation, le problème c'est que 6 semaines plus tard, ils ont créé un algorithme qui a battu l'algorithme qui a battu le champion de Go, complètement non supervisé. Et cet algorithme qui a battu l'algorithme qui a battu le champion de Go a battu l'algorithme sans partie à zéro. C'est l'exponentiel. C'est-à-dire que la première version de l'algorithme, c'était les humains qui collaboraient avec la machine pour créer un système d'auto-renforcement pour apprendre à la machine à battre le meilleur joueur humain. Sauf la deuxième génération, autonome,
en très peu de temps, en un temps record. Et donc, c'est ce que j'appelle une double exponentielle. Et c'est là où, normalement, il y a un fusible qui saute dans notre tête. Nous ne l'avions pas prévu. Et d'ailleurs, les études le montrent. Alors, c'est un peu dense ici, mais c'est une étude de McKinsey qui a fait un sondage en 2017, les points en gris, et en 2023, les points en bleu. Et il demande aux experts, quand pensez-vous que telle problématique sera traitée par la machine dans l'IA? Et en fait, on était dans 2, 3, 4 décennies en 2017, et là, ils ont révisé leurs estimations, c'est l'an prochain. Donc globalement, tout arrive beaucoup plus vite qu'on ne peut le prévoir. Donc on revient sur les grandes abstractions, évidemment le hardware, le software, l'intelligence artificielle, le machine learning qui est au sein de la grande famille de l'intelligence artificielle, parce qu'il y a aussi l'IA symbolique. On a le deep learning, au sein du deep learning, on a le GPT. Alors c'est intéressant le GPT parce que ça signifie deux choses. Generally Pre-trained Transformers, ChatGPT, mais GPT signifie aussi en anglais General Purpose Technology. Cette espèce de technologie universelle. Donc, l'étape d'après, c'est cette AGI, potentiellement, qui bouffe tout. Donc on doit se poser la question de ce que ça veut dire. Quelle est la prochaine étape? Évidemment, dans tout ça, il y a de très très grandes entreprises qui ont tout compris. Alors, on a testé tout à l'heure, la vidéo ne marche pas, mais vous vous souvenez de cet épisode? Oui. Alors je ne vais pas vous faire la danse, je vous promets, je ne sais pas faire. Je ne sais pas transpirer non plus en 2 minutes. Mais globalement, Steve Ballmer a compris que globalement, pour exister, il faut exploiter la loi de Metcalfe, l'effet réseau, et convaincre les développeurs d'adopter Microsoft. Alors, malgré tout ce que j'ai dit, leur technologie n'est pas extraordinaire, mais ils ont réussi. Et ils ont réussi à capter à un certain moment 95% du marché. Ils ont même dit que Linux était un cancer. Bon, aujourd'hui, Azure, c'est 98% de Linux. Hein. Métastase totale. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ces entreprises qui ont compris comment nous fonctionnons, nous, développeurs, ont réussi à nous inféoder pour atteindre collectivement, donc on parle des Magnificent Seven, des GAFAM, là j'en ai retenu que quelques-unes, 1, 3, 4, 5, 6, 5. Ces entreprises valent 12 000 milliards. Il y a un terme en anglais, c'est le trillion. Elles valent, en éternuant, elles peuvent annuler notre dette française. Ce serait extraordinaire en ce moment. Mais surtout, ils ont accès à 5 milliards d'humains sur Terre. Nous sommes 8 milliards. Il y a les bébés, il y a les vieillards, et au milieu, il y a ceux qui font l'économie, qui font la société. Eh bien, ces entreprises-là, ces 5 entreprises, du jour au lendemain, peuvent envoyer une nouvelle fonctionnalité à 5 milliards d'individus, que ce soit à travers iOS, Android, Windows, Office, Search de chez Google, YouTube, etc. Bon, il y a un petit dernier qui a rajouté 3 000 milliards récemment, c'est Nvidia. Presque à partir de nulle part. C'est pas vrai, ils avaient de très belles cartes graphiques pour le gaming, qui ont été utilisées pour le Bitcoin, puis finalement pour l'IA, c'est un petit peu... c'est une espèce de chance, mais c'est surtout une superbe exécution, parce qu'ils étaient là au bon moment, avec les bons leviers, les capitaux. Donc ces entreprises valent énormément, collectivement valent 15 000 milliards, là où notre CAC 40 a toute difficulté à générer une croissance, eh bien ces entreprises, de manière très impertinente, continuent de scaler massivement. Et donc, il faut regarder ces entreprises aussi dans leur capacité de fédérer la pile entière, la stack. Ici, par exemple, j'ai mis les quelques acteurs sur cette stack qui va du hardware jusqu'au software. Et on va se focaliser, par exemple, sur Microsoft, qui est en jaune ici. Microsoft est partout sur cette stack, absolument partout. Non seulement ils ont les capitaux pour acheter du GPU en masse. D'ailleurs, ce sont les premiers acheteurs. Les autres sont livrés en dernier. Les premiers acheteurs sont ceux qui ont les poches profondes, évidemment, et négocient les meilleurs tarifs. Donc Nvidia bénéficie massivement, et Intel et AMD sont presque relégués au rang des petites startups par rapport à Nvidia en ce moment. Mais Azure est présent, Office 365 et puis OpenAI, ne soyons pas dupes, appartient quasiment à Microsoft déjà. Le partenariat est symbiotique et il est total. Et ils vont réussir à optimiser chaque couche avec un facteur 10 qui fait qu'ils risquent d'être complètement imbattables
Alors que certaines startups, on peut parler de Mistral, qui est une merveilleuse entreprise, qui a levé presque 1 milliard, eh bien cette entreprise, finalement, est face à des acteurs qui pèsent 15 000 milliards. Vous voyez le ratio. Donc c'est intéressant. Donc comment est-ce qu'on fait pour être dans cette course-là, ou plutôt comment est-ce qu'on déconstruit tout ça? Donc moi je regarde tout simplement le terrain de jeu, je regarde les acteurs cloud qui sont largement américains, les Chinois sont deuxièmes avec 4%. Les Chinois sont deuxièmes avec 4%. Les Européens sont fragmentés. Donc l'Europe, évidemment, existe, mais l'Europe, une étude en 2022 au niveau cloud disait que, tenez-vous bien, OVH, qui est notre plus gros acteur cloud français, plus Deutsche Telekom, qui est le plus gros acteur allemand, les deux réunis ont moins de 2% de part de marché en Europe. Évidemment, 0% en dehors de l'Europe, ce sont des acteurs locaux. Donc finalement, ces acteurs dominent et ils sont présents sur quasiment toute la chaîne. Alors je n'ai pas mis Apple ici, qu'il faut garder en tête, parce qu'Apple n'est pas dans l'infrastructure, ne fournit pas du B2B entreprise, mais Apple est capable d'aller full stack. Même mieux encore pour Apple, ils sont capables de faire leur propre puce. Apple ne dépend pas de Nvidia. Ça les met dans une position absolument remarquable, mais là, je m'intéresse plutôt aux acteurs qui ont un accès en B2B et en B2C à tous les niveaux. Donc, je regarde au niveau de l'IA, qui est la manière dont on peut créer un maximum d'expériences utilisateurs, jusqu'au SaaS. Et pour moi, les plus féroces, les plus dangereux, sont ces deux acteurs-là, Microsoft et Google. Parce qu'ils ont un avantage qui nous force finalement à ne pas jouer sur leur terrain, parce que globalement, il n'y a aucune chance. En tant qu'acteur cloud, en tant qu'acteur SaaS potentiellement, si on veut être dans la suite collaborative, par exemple Office ou Google Workplace, c'est très 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 difficile. Parce que leur capacité de fédérer les coûts, les compresser, faire du bundling, ce qui normalement devrait être interdit au niveau de la Commission européenne, le régulateur est toujours en retard. Donc finalement, ils arrivent à se positionner et à capter des parts de marché. Donc attention tout de même, parce que cette IA générative est en train de créer ce qu'on pourrait imaginer être une bulle. Il y a une espèce de surinflation, d'hyperinflation. Donc certains pensaient qu'en 2024, on aurait un éclatement de cette bulle. Nous n'y sommes pas encore. Moi, je pense qu'il faut quand même considérer qu'un accident pourrait arriver, parce que tout ça est entretenu. OpenAI, n'oubliez pas, a levé 6 milliards, 6, mais OpenAI est financé par Microsoft. Et OpenAI consomme du Microsoft. Donc poche gauche, poche droite. C'est ce qu'on appelle une bulle, elle est auto-entretenue. Ce n'est pas le marché qui, pour l'instant, porte tout ça. Donc il faut faire attention, et souvenez-vous, il y a 25 ans, il y a un éclatement de la bulle, parce que justement, les systèmes financiers autofinançaient cette croissance de manière un petit peu artificielle, ce qui veut dire qu'on risque de se retrouver avec un éclatement. Donc aujourd'hui, tout est ouvert, mais ça ne durera pas une éternité. Si on regarde l'histoire, ça ne dure jamais une éternité. D'autres facteurs à étudier sont cette critique finalement du tout as a service. Donc moi je critique le tout as a service. Parce que, puisque les Américains, mais ce n'est pas une critique, parce qu'ils font très bien leur boulot et leurs produits sont assez bons finalement, mais on est capable de faire la même chose en France, il n'y a aucun problème. Mais le problème, c'est que cette consolidation du as a service fait que ça nous transforme tous de propriétaires en locataires. Autrefois, nous étions propriétaires. On achetait une machine, on achetait un logiciel, on installait, on était propriétaire de l'ensemble. Même si on n'avait pas créé le logiciel nous-mêmes, on était propriétaire. Aujourd'hui, le as a service fait qu'on doit tout louer et ensuite on est un petit peu pris en otage. C'est difficile de quitter et donc on paye. Et si la tarification augmente, on paye. D'ailleurs, les startups françaises, lorsqu'elles doivent réduire leurs coûts, elles virent des gens d'abord avant de baisser la facture AWS. C'est terrible. Donc les gagnants sont toujours les mêmes. Alors ce qui est intéressant, c'est cet article de David Heinemeier Hansson. Donc ça, c'était en 2022, une espèce de petite bombe atomique, cet article, qui dit, voilà, en fait, le cloud public est une erreur financière. Il n'est intéressant que pour les startups qui ont un besoin d'hyperscaler avec très peu de moyens, donc ils ne veulent payer que du coût marginal, et donc croître rapidement. Donc ils ont besoin de cette capacité de croître rapidement sur du cloud public. Donc les startups qui démarrent, ou les grandes entreprises établies qui ont une volatilité de leur activité, par exemple un site e-commerce comme Amazon,
ou Le Bon Coin, qui, autour de Noël ou des fêtes, va avoir un pic d'activité. Donc les petites startups ou les grosses établis qui ont une volatilité d'activité. Toutes les entreprises qui sont au milieu n'ont pas besoin du cloud public. Ce n'est pas rentable. En gros, il vaut mieux acheter ces serveurs ou faire du cloud privé et embaucher finalement des sysadmins qui vont se réveiller la nuit. Ok, on n'aime pas le faire, mais quelque part, c'est plus rentable. Dans ce cas-là, on double le salaire du sysadmin et on rentre dans ses frais. Tristan, bonjour. Si vous ne connaissez pas Tristan, voilà. Donc c'est intéressant de voir cet effet ping-pong que l'on retrouve d'ailleurs depuis 70 ans. Client-serveur, centralisé, décentralisé. Le web est décentralisé, ensuite consolidé chez les acteurs habituels, puis décentralisé avec le Web 3. Les monnaies, pareil, centralisées, les banques centrales, décentralisées avec la cryptocurrencies. Donc quelque part, cet effet ping-pong, on le retrouve parce que nous sommes tous finalement des battants, nous sommes tous aussi dans la critique et on cherche un modèle qui est plus juste, plus réparti, avec du contrôle. Donc c'est un petit peu la thématique. Eyes wide open. Soyons conscients pour pouvoir réagir avant que ce ne soit trop tard. Et d'ailleurs, des articles ici parus dans l'Économiste, qui est un papier anglais qui parle d'économie, démontrent que les entreprises ne veulent pas toutes avoir du SaaS ou du IaaS. Certaines entreprises veulent garder une certaine partie de la technologie en interne. Ce qui est très bien. Au niveau géopolitique, là aussi, on se retrouve nulle part. Vous voyez bien que l'Europe n'est pas présente sur cette illustration. Pourquoi ? Parce que les États-Unis, aujourd'hui, sont positionnés par rapport à la Chine, pas par rapport à l'Europe. Donc l'Europe est un petit peu oubliée dans cette bataille féroce entre deux acteurs qui sont des superpuissances, là où l'Europe est un projet qui n'est pas complètement abouti et qui ne fait pas de nous une superpuissance, ça fait de nous un marché, un portefeuille intéressant pour ces entreprises qui nous vendent des choses. Donc, certains disent même que nous ne sommes absolument pas au rendez-vous. Nous ne sommes pas au rendez-vous de la tech d'un point de vue du marché. On ne parle pas de compétences ici. Vous êtes tous au moins aussi compétents que les meilleurs en Silicon Valley. Je vous le garantis. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est la concentration. Et en Chine, c'est la même chose. Les Chinois, d'ailleurs, se forment en Europe et aux États-Unis. On ne s'y trompe pas. Si on regarde les grandes masses, le rapport de 2023 pour NVIDIA, qui a vendu globalement un demi-million de puces H100, si on le rapporte au PIB français, au PIB européen, on avait des citations en Allemagne pour Taiga et en France pour Scaleway. Scaleway se vantait d'avoir le plus gros cluster de H100 en Europe. Ça représente 0,2% du carnet de commandes de NVIDIA. Donc on n'est pas au rendez-vous, en tout cas pas pour l'entraînement des modèles, peut-être pour l'inférence. Mais en tout cas, on est entre 2 fois et 20 fois en dessous de notre poids. On n'est pas dans la course sur ces sujets des capitaux. Il faut en être très conscient. Et puis cette séquence infernale, Trump, America First, qui se dit, voilà, les Européens, vous ne payez pas assez à l'OTAN au niveau militaire, débrouillez-vous. Covid, on se rend compte qu'on n'est même pas capable de créer des masques. La guerre en Ukraine, contre l'Ukraine, à nos frontières. Et enfin, GenAI, qui prend tout le monde, évidemment, à court. On est surpris par ce qui se passe. Cette IA générative, elle nous menace dans notre capacité humaine particulière, qui nous distingue de l'animal, une capacité de maîtrise du langage, le langage naturel. Eh bien, cette IA générative, elle est un peu bluffante. Elle fait mieux que nous tous, je pense, pour rédiger du texte de manière globalement intelligente sur à peu près tous les sujets. Ça nous menace un peu dans notre fort intérieur, parce que nous étions jusqu'à présent une espèce un peu singulière. Aujourd'hui, cette espèce est menacée par sa propre création. Donc, il y a ici une séquence qui nous invite à réfléchir, y compris au scénario catastrophique qui pourrait défaire tout ça. Parce que si la Chine attaque Taïwan, c'est la fin de la supply chain. Donc il n'y a plus d'approvisionnement, de rien. Qu'est-ce qui se passe avec la Corée du Sud, qui fournit les puces mémoire? Qu'est-ce qui se passe avec les US si les US ne sont plus nos amis du jour au lendemain? Je pense que les US ont la capacité d'éteindre la France du jour au lendemain, ou même d'une seconde à l'autre. D'une seconde à l'autre. Donc d'un point de vue géopolitique, on doit se poser ces questions. C'est une opportunité, bien sûr, parce que les entreprises commencent à le comprendre, et nous avons ce que j'appelle une singularité européenne. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est cette chose dont les Français
pour la France, mais aussi les Européens pour l'Europe, n'ont pas vraiment l'habitude de faire. On est plutôt râleur, on est plutôt critique. Ça nous distingue aussi, on a cette capacité d'autocritique. Mais si on prend un schéma ici, on a un triangle avec 3 représentations, à la fois individuelles, collectives sous forme d'entreprise et collectives sous forme d'État. Le centre de gravité, globalement, au niveau de l'espèce humaine, est plutôt bien placé. Il est globalement au centre, c'est-à-dire que les sociétés, y compris en Chine, ce n'est pas notre modèle, mais s'organisent. Le matin, on se lève, on est plutôt en bonne santé, on a de quoi, pour une grande proportion de l'espèce, se nourrir, on va travailler, on a une vie sociale. Enfin, bref, le modèle est assez réparti et l'espèce humaine se porte plutôt bien, si on compare à ce qui se passait il y a 500 ou 1000 ou 2000 ans. Mais on peut tout de même distinguer que l'Europe est plutôt pro-citizen, citoyen, les États-Unis plutôt pro-business corp, ce sont elles qui dirigent le monde, et en Chine, c'est l'État qui dirige. Donc c'est une opportunité. Qu'est-ce que c'est que d'être européen? On devrait être fier d'être français, européen, parce que nous avons cette différence, peut-être subtile, mais qui, selon moi, alors je suis biaisé quand je dis ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait valoriser. On devrait aller encore plus loin dans cette distinction du modèle. Et donc je rattache évidemment cette technologie qui nous amuse. Quand on est un techos, on s'amuse aussi, mais il faut le faire en se posant les questions de l'impact sociétal. Comment est-ce qu'on raccroche l'intérêt que l'on a pour des technologies qui sont riches en créativité, riches en possibilités, riches aussi en rémunération? On a une chance inouïe dans cette industrie, on gagne bien notre vie. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment des besoins et on peut apporter quelque chose à la société. Donc comment est-ce qu'on le fait? Eh bien, on regarde un petit peu à ce qui nous distingue. La démocratie, l'Europe de la Renaissance, la santé, donc cette espèce d'équilibre entre la possibilité de soutenir des individus qui sont plus faibles, donc une espèce de socialisme qui est intégré dans notre modèle. La France est très socialiste finalement dans sa structure, et c'est très bien. J'ai vécu aux États-Unis, c'est pas facile les États-Unis, hein. Il faut se battre. Quand on perd son job du jour au lendemain, c'est tout, hein, c'est tout. On perd son job, on perd son salaire. Il faut se battre. On se bat pour tout aux États-Unis. Certaines personnes ont 2-3 jobs. En France, on n'a pas le droit. Un CDI max. Donc c'est bien parce qu'il y a une espèce d'équilibre. Il y a aussi cette notion de confiance. Qu'est-ce qu'on peut créer comme technologie qui apporte de la confiance? On a aussi cette notion de l'art de vivre, ce qui est beau. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Certains pays nous envient sur ces sujets-là. Donc, moi je retiens en tout cas ces quelques sujets qui m'intéressent, qui me permettent de me démarquer, de nous démarquer. Donc je m'intéresse à la transparence, à la confiance et à l'éthique fondamentale de la technologie. Et je me méfie de ce genre de citation que j'adore par ailleurs, parce que cette citation est intelligente pour nous projeter un petit peu dans la science-fiction. D'ailleurs, Arthur C. Clarke a fait beaucoup de science-fiction dans la littérature. Mais la notion de magie, il faut s'en méfier parce que la magie, c'est une manière de décevoir l'humain. En fait, il n'y a pas de magie, vous le savez bien. On vous l'a dit. Hein. Voilà. En fait, il faut tromper l'essence. Donc cette notion de tromper l'essence, il ne faut pas rentrer là-dedans. C'est dangereux, puisqu'on est à un moment où l'intelligence artificielle risque de nous décevoir à de nombreux niveaux. Donc on doit déconstruire. Donc on doit considérer qu'il n'y a aucune magie. Et on ne doit pas vouloir être surpris par cette IA, on doit la comprendre et la maîtriser. Parce qu'il faut les garder in check, c'est-à-dire on doit les garder sous contrôle, sous cage, sous clé, sinon on risque de perdre au niveau collectif et au niveau individuel. Et encore une fois, pensez à vos enfants, que vous n'avez peut-être pas déjà. Il y en aura. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Donc opportunité à nouveau. Nous sommes des décisionnaires. Donc au quotidien, quand vous choisissez Microsoft ou Google ou une solution open source, vous faites un choix qui n'est pas neutre. Parfois c'est difficile. Ce n'est pas le choix facile pour une DSI, on préfère Microsoft. L'expression personne n'a jamais été licencié pour avoir choisi IBM, ça date de 50 ans. Et la même chose avec Microsoft. En fait, pas de question. Mais où est notre esprit critique? Il n'y a aucun problème de choisir Microsoft, si c'est effectivement la meilleure solution pour un sujet donné. Mais est-ce que l'on peut et choisir Microsoft et choisir OVH, par exemple? C'est pas incompatible. Un ordinateur, a priori, chez Microsoft ou chez OVH, c'est le même. Hein. C'est une puce, de la mémoire, etc. Donc si on peut faire du stockage local et donner un peu de business à OVH pour que OVH devienne une meilleure version d'OVH demain, pourquoi pas?
c'est d'effort. Donc on fait du multi-cloud. Multi-cloud, c'est une stratégie qui permet de disperser un petit peu, de mieux maîtriser. Donc il faut gérer tout ça, il faut comprendre tout ça. Et il y a tous ces mots-clés qui sont des opportunités. Donc dans mon nouveau projet, j'ai retenu un certain nombre de mots-clés. Et d'ailleurs, ce projet est venu à moi, et Probable est cette entreprise qui va valoriser un actif open source français, qui est extraordinaire. Il y en a très très peu dans la nature comme ça. Tous les data scientists l'utilisent, 1,5 milliard de téléchargements cumulés, 80 millions par mois, 22% US, 25% Chine, 5% UK, 4% Allemagne, 3% France. Scikit-learn est utilisé partout dans le monde, et la France est évidemment très minoritaire, puisque le monde est beaucoup plus large que la France. La France représente 3% du PIB, donc c'est proportionnel. Voilà, donc ça c'est mon nouveau projet, c'est l'équipe, voilà, nous sommes humains, après tout, et notre tagline c'est « Own your data science », c'est-à-dire qu'on veut continuer à répondre à la mission qui était confiée initialement à l'équipe d'INRIA, c'est de créer un ensemble de communs numériques pour la science des données au bénéfice de la France, de l'Europe et du reste du monde. Donc cette idée de créer un Red Hat de la data science, c'est un petit peu notre inspiration. Voilà, donc l'intelligence artificielle dans tout ça, qui est tout de même cette espèce d'évolution ultime de l'IA, de la tech et de l'informatique en général. Certains d'entre vous utilisez peut-être déjà Cursor. Donc Cursor, c'est assez bluffant, mais la prochaine étape, c'est quoi? C'est le langage naturel qui permet de programmer une stack complète, qui pourrait rendre nos métiers obsolètes. Mais c'est dangereux parce que c'est boîte noire. Donc il faut continuer à lutter par rapport à cette IA. Donc est-ce qu'on est favorable ou pas favorable? Premier point, faire attention des acteurs aux poches profondes. Donc c'est un océan rouge, avec des gens affamés côté business, qui veulent prendre plus, parce que c'est l'objectif des entreprises américaines de rendre plus d'argent à leurs investisseurs. C'est comme ça que ça marche. C'est leur moteur. Ensuite, les attentes sont très très hautes. Faites attention au capex, au coût d'acquisition du matériel. Les algorithmes seront partout, notamment pour l'interface homme-machine. Mais ils vont traiter tous les objets, absolument tout. Et le code est intéressant parce que le code informatique, c'est plus simple encore que le langage naturel. Donc théoriquement, la machine va jouer un rôle dans cette chaîne de valeur sur le code informatique. Et hier, OpenAI a publié un papier sur des modèles qui font du machine learning, y compris gèrent les données en entrée. Donc ils vont traiter et du code et de la data. Et l'IA joue un rôle majeur dans cette interface homme-machine. Ça, c'est une opportunité. Comment est-ce qu'on rend une expérience utilisateur accessible à tous et à toutes, quel que soit l'âge? Ça, c'est intéressant. Mais il faut faire attention à ne pas atrophier notre premier muscle, qui est le cerveau. Et les enfants ont besoin d'apprendre l'effort pour se former. Donc il y a une date, un âge en dessous duquel il ne faut pas exposer les enfants à la technologie. Sinon, on risque d'être une espèce qui est 100% assujettie à cette IA. Voilà. Et puis l'opportunité majeure, c'est celle de se dire, voilà, la technologie est à notre service, est aussi au service d'une région, d'une culture, de valeurs locales, et donc on doit la tordre pour qu'elle réponde à nos besoins. Donc il y a un tas d'opportunités, il y a un tas de dangers aussi, j'espère que je ne vous ai pas un peu choqué ce matin, mais nous sommes des acteurs, et il faut qu'on réfléchisse collectivement aux impacts à venir. Voilà, donc la thématique c'est Eyes Wide Open, bien comprendre, déconstruire, les yeux ouverts, ne pas être en béatitude devant cette technologie magique, mais vous êtes les bonnes personnes pour le faire. Et ensuite, AI is Wide Open, pour moi c'est cette notion d'open source, d'ouvrir pour ne pas se trouver dans des solutions fermées propriétaires. Voilà, donc les deux thématiques que je voulais vous apporter ce matin. Merci. On a 5 minutes pour des questions, je pense. C'est ça? Hop là. Et tout sujet est acceptable. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez des initiatives de cloud souverain certaines grosses sociétés françaises? Bon, je ne vais pas les citer, mais il y en a plusieurs. Voilà. Ouais. Est-ce que vous leur donnez une chance ou pas? Alors, j'étais évidemment mêlé à toute cette affaire. Le 17 mai 2021, Bruno Le Maire annonce le cloud souverain sous sa forme joint venture.
et il met en avant bleu, comme le Graal. On va travailler avec les meilleurs, et pour créer du cloud souverain, on va confier Azure, on va même tordre le bras à Microsoft, parce qu'on est quand même super fort. On va tordre le bras à Microsoft, et on va les forcer à travailler avec Orange et Capgemini. Bleu n'existe toujours pas. Donc la commande publique s'est arrêtée ce jour-là pour les autres acteurs, OVH, Scaleway, etc. Catastrophique. Alors qu'en fait, l'idée n'est pas idiote. Le cloud souverain, c'était deux notions. La doctrine cloud au centre, qui voulait que les administrations françaises basculent du cloud privé au cloud public. Ça fait du sens, parce que l'administration, c'est quand même un gros client, et leur data center était poussiéreux, et leur coûtait trop cher. Donc on peut quand même considérer qu'ils auraient dû garder cette idée d'un cloud privé. Ils le font d'ailleurs. C'est-à-dire que les impôts sont gérés dans un cloud privé sécurisé. On espère que c'est bien protégé. Et puis l'armée aussi. Donc il existe deux clouds souverains, privés, gérés par l'administration. Mais pour le reste, ils ont dit allez vers le cloud public, c'est-à-dire Microsoft. Sauf qu'on n'aime pas trop que Microsoft, aux États-Unis, ait accès à nos données. Donc ils ont trouvé une idée qui n'est pas idiote, de dire on va forcer une joint venture pour que les data centers soient locaux et que les opérateurs, ceux qui ont accès aux disques durs globalement, soient régionaux aussi et sous le droit français, droit du travail français et puis entreprise française. Donc c'était l'idée. Sauf qu'ils ont complètement mis de côté OVH, Scaleway, Outscale, les acteurs locaux, et on était une annonce sur le plan secondaire, alors qu'en fait OVH allait faire son IPO. Ils auraient dû dire le cloud souverain, c'est avant toute chose des entreprises françaises qui ont une maîtrise totale. Et OVH, deuxième division, Scaleway pareil, Outscale, ces acteurs-là auraient dû être mis en lumière. Or, ils n'ont pas été mis en lumière parce que certains, côté gouvernement, considèrent que nous ne sommes pas dans la course. C'est vrai, mais c'est faux parce qu'en fait, on doit faire les deux en même temps. C'est-à-dire que ce gouvernement qui est théoriquement le gouvernement du en même temps, doit vraiment faire du en même temps. Et donc il faut trouver un moyen pour orienter la commande publique vers ces acteurs, tout en tordant le bras, ou en essayant de tordre le bras à ces acteurs américains pour faire des joint ventures. Résultat, l'annonce a été politique pour rassurer les DSI qui ne veulent travailler qu'avec Microsoft de toute manière, ce qui est une erreur. Ils devraient aussi travailler avec nos acteurs régionaux pour, par le biais de la commande, les faire grossir et les améliorer. Sauf que si c'est toujours Microsoft qui gagne, à la fin, ça ne nous aide pas. Donc, le montage a été une bonne idée, la séquence catastrophique. C'est pas facile. L'État a tenté de faire un cloud souverain il y a 10-15 ans, avec CloudWatt et Numergis. Donc ils ont incinéré 200 millions de capitaux, ils ont échoué, ils ont réessayé quelque chose d'un peu plus habile, trop intelligent en fait, pas du tout pragmatique, et globalement, rien n'a changé. Donc je suis très critique de la séquence. Je reconnais certaines idées qui sont bonnes. Conclusion, nos OVH, Scaleway, Outscale ont à peine progressé, en fait, en part de marché. Donc c'est la part de marché que je regarde. Quel est le résultat ? Le résultat, c'est que globalement, on a un gouvernement qui est plutôt proactif sur ces sujets, donc on ne faut pas se plaindre non plus. Ils essayent des choses, mais globalement, c'est très difficile de lutter. Pourquoi ? Parce que l'Europe est d'une naïveté inouïe. L'Europe s'interdit de faire du protectionnisme. Donc on n'a pas le droit, dans un appel à projet, de dire on va choisir OVH. C'est impossible. Et celui qui gagne, c'est toujours celui qui est mieux équipé pour répondre à des appels d'offres. Voilà. Donc, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple du tout. Notre faiblesse est européenne. Elle n'est pas française, elle est européenne. Alors que c'est au niveau européen qu'on doit traiter le sujet, puisque, en tant que nation, et on voit très bien que le Brexit en Angleterre, les Anglais vont mal. Ils sont devenus un tout petit pays, seul. Alors que l'Europe, c'est tout de même une structure assez massive qui pourrait s'organiser pour faire le bras de fer avec les États-Unis. Moi, ma préoccupation, c'est qu'en fait, l'Europe devrait être le senior partner des États-Unis sur ces sujets. Or, nous sommes le junior partner. On se fait complètement laminer. Voilà, donc les tentatives existent. Des gens intelligents travaillent ces sujets. Ça ne donne pas grand-chose. Voilà. Voilà.
Bonjour, voilà Julien Pervillet. J'ai une question à poser un peu pour donc l'Union européenne est assez, on va dire, proactive pour faire des régulations, des réglementations, genre le Digital Service Act. Donc on avait un commissaire européen qui trollait avec Elon Musk là-dessus. Est-ce que vous pensez que le fait que l'Union européenne ait des régulations qui soient plus ambitieuse que celle des États-Unis est une chance ou une opportunité pour nous? Parce que j'ai l'impression que l'Europe est vue un peu comme une sorte de continent en déclin par les Américains. Ils nous empêchent de progresser. Est-ce que c'est une chance ou une opportunité? Voilà, merci. C'est une opportunité, évidemment, mais nous n'avons pas réussi, pas encore en tout cas, à en tirer les bénéfices. Si on copie les Américains, imaginons qu'on n'ait pas de régulation et qu'on soit plutôt comme les États-Unis de ce point de vue-là, alors nous sommes en retard. La Silicon Valley, je suis né en 1971, le terme Silicon Valley existe depuis 1971. Mais le capital risque à l'américaine existe depuis 100 ans. Donc ça fait un fonds d'investissement, ça dure 10 ans. Donc une génération, c'est 10 ans. Ils ont 10 générations d'investissement en capital risque, qui investit, qui réinvestit, qui crée des milliardaires, qui réinvestissent, qui donnent de l'expérience, et sur un marché de 300 millions d'habitants qui est homogène. L'Europe, c'est un marché de 500 millions d'habitants, pas du tout homogène, avec seulement 2 générations de capital risque. Il y a 20 ans, on n'avait pas de capital risque, vraiment. On avait le début de quelques personnes qui ont gagné un peu d'argent à l'époque du web 1.0 par chance. Mais globalement, on est très en retard. Donc si on prend la copie américaine, on a moins de muscles, on est fragmenté et on est 8 générations en retard. Donc très bien, il faudra peut-être 5-6 générations encore pour créer des GAFAM. A l'inverse, c'est vrai qu'on régule, il ne reste plus que ça. Donc c'est lent et contraignant. Alors, exercice de pensée. Imaginons qu'on soit encore plus dur en régulation pour protéger nos intérêts sociaux, pour faire que l'Europe est un projet social global qui s'intéresse précisément aux données. Et RGPD, très intéressant en fait. Le RGPD, on a perdu de l'argent, hein, avec ces pop-up catastrophiques un peu partout, là où les portails américains ont mis les avocats qu'il fallait, ont mis les pop-up qui allaient bien, tac, tac, terminé. Et eux se renforcent comme d'habitude. Eux savent gérer en fait des contraintes. Donc les Américains se sont renforcés économiquement pour le RGPD, mais on a exporté une chose. Zuckerberg, qui vend des réseaux sociaux, et comme nous interagissons avec des amis aux États-Unis, en fait, la communication entre un Européen et un Américain impose la loi européenne sur la protection des données. Et donc Zuckerberg a été obligé de modifier sa copie et donc d'importer une notion culturelle française ou européenne. Intéressant. Donc, est-ce qu'on se bat sur le plan économique? Est-ce qu'on se bat sur le plan culturel? Exercice de pensée. Je ne sais pas si c'est la bonne solution, mais peut-être qu'on devrait aller beaucoup plus loin sur la régulation. Mais je ne suis pas régulateur. On n'a pas le temps. On s'arrête là. Merci beaucoup, Yann.